Nous allons maintenant réaliser une sirène avec deux circuits intégrés de type NE555. Je pose un premier NE555 à cet emplacement ici et un second à cet emplacement ici. J'ai un peu de place sur la droite, j'ai un peu de place sur la gauche. Ça me permettra d'être beaucoup plus à l'aise lors de la pose des composants périphériques. Le premier 555 est celui qui est à la base du circuit modulant. C'est lui qui va déterminer la vitesse de modulation de la sirène. Le second NE555 est celui qui définit la hauteur de la tonalité émise, si c'est plus grave ou plus aigu. Première chose à laquelle il faut penser, c'est l'alimentation des deux circuits intégrés. L'alimentation des NE555 s'effectue au travers des pattes 1 et 8. Je mets donc un strap sur la patte 8 qui va relier cette bande de contact ici sur la bande de contact qui est là et que j'ai définie comme étant celle qui recueille le plus 9 volts de l'alimentation, sachant que le moins de l'alimentation, qui est le 0 volt de référence, ou la masse si vous préférez, est défini sur cette rangée ici. Voilà, donc un second strap pour relier la borne 1 du circuit intégré, qui est la borne d'alimentation négative. Je fais la même chose pour le second NE555, comme ça je ne l'oublierai pas par la suite. Il est très important qu'on pense d'abord à l'alimentation avant de penser au reste. Donc broche 1 pour la masse et broche 8 pour le plus alimentation. Les deux 555 ont une patte de reset qui est à la borne 4, borne de remise à zéro. Cette borne 4 doit être reliée également au plus 9 volts pour que le circuit accepte de fonctionner. Donc je mets tout de suite un strap qui prend la forme d'un fil électrique qui relie la borne 4 du 555 à la borne 8 qui elle-même était reliée donc au plus 9 volts. Et je fais de même pour le second 555 qui est le circuit modulé. Voilà. On voit une résistance entre la patte 2 du circuit intégré qui est là et la patte 6 du circuit intégré qui est là. Cette résistance, c'est R2 de 33 kΩ. Je prends donc cette résistance et je la pose entre la borne 2 et la borne 6, sans autre forme de procès que celle-là. Ensuite, je vois qu'il faut relier un condensateur entre la borne 6 et la masse. La borne 6 se situe ici et la masse est ici. Je vais donc devoir relier un condensateur qui va de là jusque là. Je fais bien attention au sens de branchement, de la polarité du condensateur. Le pôle positif qui est ici doit être relié sur la borne 6 du NE555. Je m'arrange donc pour que cette borne positive soit tournée vers la borne 6. Ensuite, une fois le condensateur posé, je prends un autre petit strap sous forme de fil que je relie à la masse de l'alimentation et de cette façon, le condensateur est relié. Qu'y a-t-il donc de branché sur le 555? On voit une résistance R1 en série avec un potentiomètre RV1 entre la borne 2 et le pôle positif de l'alimentation. Je m'arrange donc pour relier une résistance de 1 kΩ R1 qui part de la borne 2 du circuit intégré, ici, voilà, et qui aboutit sur un potentiomètre de 1 mégaohm que je positionne ici de façon tout arbitraire. Le principal, c'est que la résistance et le potentiomètre soient reliés entre eux. Alors, au niveau du potentiomètre, il peut s'agir du curseur ou d'une extrémité, ça n'a absolument aucune importance. L'autre patte du potentiomètre doit être reliée, elle, au plus d'alimentation. Donc là encore, je fais usage d'un petit strap sous forme de fil électrique souple que je relie à la ligne d'alimentation positive. Reste à relier le potentiomètre RV2 en série avec R3 entre les pattes 6 et 7 du circuit intégré. On n'a pas beaucoup de place pour le potentiomètre, si ce n'est dans cet espace de libre ici, donc je propose de le positionner à cet emplacement ici. Une résistance de 100 kΩ va être reliée en série entre ce potentiomètre et la borne 7 du circuit intégré. Voilà, je relie donc la borne 7 du circuit intégré sur une des extrémités du composant. Là, il va me falloir un petit strap qui va me permettre de relier l'autre borne du potentiomètre sur la patte 6 du circuit intégré. Ce que je fais donc de cette façon. Je prends la pince parce que c'est beaucoup plus facile pour voir ce qu'on fait, c'est plus simple.
on a terminé l'assemblage des composants qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'oscillateur. Restent cependant deux composants qui vont permettre la liaison avec l'autre circuit intégré. Il s'agit des résistances R4 et R5, chacune valant 100 kΩ. Une première résistance qui part de la borne 3 du circuit intégré, que je peux positionner ici, et une autre résistance de 100 kΩ qui part de la broche 6. Alors, la broche 6, ici, elle est reliée sur une rangée dont les trous sont tous occupés déjà par une connexion de composants ou de straps. Donc je me reprends tout simplement à cet emplacement ici. Je vois que de l'autre côté de la résistance, il n'y a rien d'utilisé. Donc j'aurai ici la résistance de 100 kΩ qui est reliée sur la broche 6 du circuit intégré au travers de ce petit strap de liaison. Et l'autre résistance de 100 kΩ qui est reliée sur la borne 3 du circuit intégré. Maintenant, branchement du transistor Q1, qui peut être de type varié. Il peut s'agir du MPSA 14, comme indiqué sur le schéma. Il peut s'agir d'un BC 517. On peut aussi utiliser un autre NPN de faible puissance, un peu quelconque. Les connexions de ce transistor sont les suivantes. Pour le bas, ici, sur votre droite, l'émetteur, la base et le collecteur. Le collecteur sera relié au plus d'alimentation. Je laisse donc un petit espace, je ne mets pas le transistor ici, je le mets ici ou là, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'on ait des facilités de connexion vers le plus alimentation, pour relier le collecteur du transistor, ce que je fais là ici avec un nouveau strap. Voilà, le collecteur du transistor est relié au plus alimentation. La base, quant à elle, doit être reliée sur un inverseur mécanique. C'est un interrupteur, en fait, on peut appeler ça un interrupteur, qui est doté de 3 broches. Une broche centrale, qui est le point commun, et en fonction de la position du levier de cet interrupteur, eh bien, ce point commun ici se retrouve raccordé soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, je raccorde donc le point central ici de l'interrupteur sur la base du transistor, et je relie les deux autres points du commutateur sur les deux résistances de 100 kΩ, R4 et R5. Voilà. En sortie, si je peux appeler ça une sortie, du transistor, c'est-à-dire sur son émetteur, on va avoir deux résistances qui sont R6 et R7 de 2,2 kΩ chacune. Je n'ai pas de résistance de 2 kΩ, alors je prends des résistances de 2,7 kΩ. Les deux sont de même valeur. Il y en a une qui part de l'émetteur et qui va vers la masse au travers d'une seconde résistance qui est ici, câblée de la sorte. Voilà, c'est ce qu'on appelle un pont diviseur. En fait, on va récupérer une tension qui est produite par le transistor Q1, on la divise par 2 avec ces deux résistances-là, et le fruit de cette division, eh bien, va attaquer la broche numéro 5 du second NE 555. Voilà. Nous voyons qu'il faut raccorder les pattes 2 et 6 du circuit intégré. Entre elles, eh bien, qu'à cela ne tienne, un nouveau petit fil de connexion qui établit la liaison entre patte 2 et patte 6. Alors, il faut un peu de gymnastique de temps en temps parce que les fils, eh bien, aiment bien s'embirlificoter. Voilà, patte 2 et patte 6 sont désormais reliés ensemble. Et on a un condensateur de faible valeur de 47 nanofarad qui va relier la broche 2 à la masse. Reste à relier la résistance entre les pattes 6 et 7, une résistance de 56 kΩ, il s'agit de R9. 6 et 7, ce sont deux pattes qui sont très rapprochées, elles sont au pas de 2,54 mm, et ma résistance ici, eh bien, est une résistance avec des pattes qui sont assez distantes. Eh bien, je vais les rapprocher tout simplement ici. Je les rapproche pour pouvoir les connecter directement aux bornes 6 et 7 du 555. On pourra dire ce qu'on veut, ce n'est pas très esthétique, mais tant qu'on ne fait pas de court-circuit avec des composants à côté, ça ne pose pas de problème. Les derniers composants à raccorder sont la résistance R8 qui est montée en série avec le potentiomètre RV3. Cette résistance R8 est reliée à la patte 7. Et on voit que RV3 va aller au plus V, donc je m'arrange pour mettre un potentiomètre du côté de l'alimentation comme je l'avais fait tout à l'heure. On va donc mettre le potentiomètre ici. Parfois, quand il y a 3 pattes à mettre en même temps, c'est un petit peu plus délicat. Il faut trouver la bonne verticalité des pattes pour que ça rentre bien. Donc résistance
relié sur le potentiomètre, résistance R8, qui part vers la borne 7 du circuit intégré, et un petit strap de liaison qui termine la liaison entre le potentiomètre et le plus alimentation. Voilà, notre montage est terminé. Reste à relier le principal, à savoir le clip de la pile 9 volts qui va amener son alimentation et faire griller l'ensemble si j'ai fait une bêtise quelconque. Ah, n'ai-je point oublié un autre composant? Il le semblerait bien, c'est le haut-parleur. Il est connecté sur la sortie 3 du deuxième NE555 au travers d'un condensateur chimique polarisé. On doit donc faire attention à sa polarité. Donc je m'arrange pour mettre le condensateur ici dans un sens tel que le plus soit relié sur la borne 3. Pour des questions d'hygiène sonore, je vais mettre une petite résistance en série avec le condensateur pour limiter un peu le courant qui va circuler dans le haut-parleur et faire un peu moins de bruit, tout simplement. On verra aussi tout à l'heure ce qui se passe si je retire cette résistance ou si je la court-circuite. Voilà, je relie mon haut-parleur, qui est un petit modèle 8 ohms, 0,5 watts. Voilà, je laisse ici. Et je mets sous tension le montage, avec une chose qu'il ne faut jamais faire, sans vérifier le câblage que je viens de terminer. Nous avons une oscillation. Mais ça ne ressemble pas au son d'une sirène. Alors est-ce que si je tourne un petit peu les potentiomètres... Ah, ça s'améliore. C'est un peu grave comme son, vous ne trouvez pas? Peut-être qu'on peut y remédier avec ce potentiomètre. Au niveau de la vitesse, on peut la modifier avec ce potentiomètre. Et vous noterez que la modulation est de type tout ou rien. La 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 la. Ça monte, ça descend brutalement. Le petit inverseur que nous avons là nous permet de modifier le comportement de la sirène, à savoir soit une modulation tut ou alors modulée régulière. Voilà, personnellement je préfère cette modulation. Que se passe-t-il maintenant si je change le condensateur C2 de 47 nanofarad par un condensateur de plus faible valeur, par exemple de 10 nanofarad? J'enlève celui de 47, on n'entend plus rien, c'est normal, ça n'oscille plus. Voilà. On retrouve plutôt une sirène de type alarme. Voilà, qui nous permet d'avoir des sonorités un petit peu plus stridentes. Et si maintenant le 47 nanofarad de C2 est remplacé non pas par un 10 nanofarad, mais par un 100 nanofarad, nous allons avoir une sonorité beaucoup plus grave. Plus de son puisque j'ai retiré C2. Voilà. Son le plus grave possible et son le plus aigu possible avec ce type de condensateur. Je remets mon condensateur de 10 nanofarad que j'aime bien parce qu'il donne des sonorités crispantes. J'aime bien ce qui crispe. Voilà. Voilà, et nous avons donc une sirène qui est totalement fonctionnelle, en mode on-off, si je peux dire, et en mode modulé.